Avez-vous déjà pensé que l'on pouvait assister au moment le plus important de sa vie, en sachant que tout est déjà perdu? En mars 1944, dans un petit village du sud de la France encore marqué par la guerre, une jeune couturière de 23 ans se tient devant une église de pierre, un bouquet modeste serré contre elle. Ce jour-là, un mariage est célébré. Mais pour elle, ce n'est pas une union, c'est un renoncement. Ce que personne ne remarque alors, c'est son regard. Il ne suit pas la mariée. Il ne regarde pas l'avenir. Il reste accroché à un homme qui fait un choix qu'il regrettera trop tard. Des années plus tard, une simple photographie de ce mariage révélera une vérité silencieuse, faite de peur, de lâcheté et de courage tardif. Aujourd'hui, je vais vous raconter cette histoire dramatisée, inspirée de notre réalité, et vous comprendrez pourquoi certaines pertes ne détruisent pas, mais transforment à jamais. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et dites-nous dans les commentaires de quelle ville ou région vous regardez. Ces histoires dramatisées, inspirées de la vie réelle, existent pour rappeler que nos choix, nos silences et nos renoncements laissent des traces profondes. Votre présence ici permet à ces récits porteurs de sens de continuer à être racontés. Cette photographie de mariage prise devant une petite église de pierre en 1944 cache un secret que personne dans ce village français n'aurait pu imaginer. Regardez attentivement la jeune femme à gauche de l'image, celle qui tient un modeste bouquet de fleurs des champs. Son regard fixe le marié, pas la mariée. Et si vous restez jusqu'à la fin de cette histoire, vous découvrirez pourquoi ce jour qui devait être une célébration s'est transformé en l'un des plus douloureux de sa vie. Ceci est l'histoire d'Élise Charpentier, une couturière de 23 ans qui a dû coudre de ses propres mains le voile de sa rivale, sachant que chaque point l'éloignait un peu plus de l'homme qu'elle aimait depuis l'enfance. La photographie a été retrouvée en 1987 dans une vieille boîte à couture appartenant à Élise, cachée sous des dizaines de patrons jaunis par le temps. Mais remarquez son sourire sur cette photo. Ce n'est pas un sourire de joie. C'est le sourire de quelqu'un qui sait qu'elle assiste à l'enterrement de ses propres rêves. Un sourire qui masque une douleur si profonde que même 60 ans plus tard, ceux qui ont connu Élise affirment qu'elle n'a jamais vraiment parlé de ce jour. Les archives municipales de Saint-Rémy-de-Provence confirment qu'il s'agissait bien du mariage de Julien Marchand et Claire Morel, célébré le 12 mars 1944, à peine quelques semaines avant la libération de la France. Mais ce que ces registres ne révèlent pas, c'est que ce mariage n'aurait jamais dû avoir lieu. Du moins, pas avec cette mariée. Voici Élise Charpentier, née en 1921 dans une modeste famille de Saint-Rémy. Son père était forgeron, sa mère lavandière. Elle a grandi avec des mains habiles et un cœur trop grand pour le monde cruel qui l'entourait. Dès l'âge de 7 ans, elle passait ses après-midi dans l'atelier du père de Julien, un charpentier respecté du village. Julien et elle partageaient tout, le pain dur, les livres empruntés à la bibliothèque paroissiale, les rêves d'enfants qui grandissent ensemble. Les voisins se souviennent encore de les voir courir dans les ruelles étroites, inséparables comme deux moitiés d'un même cœur. À 15 ans, quelque chose avait changé entre eux. Ce n'était plus seulement de l'amitié. Mais dans un village où les convenances dictaient chaque geste, ni l'un ni l'autre n'osait prononcer les mots qui brûlaient leurs lèvres. Mais Élise gardait un secret que même Julien ignorait. Un secret qui la rongeait chaque fois qu'elle le voyait sourire, sans savoir ce qu'elle ressentait vraiment. Depuis ses 16 ans, elle écrivait dans un petit cahier caché sous son matelas. Des lettres d'amour qu'elle ne lui donnerait jamais, des confessions qu'elle gardait enfermées comme des trésors empoisonnés. Les dernières pages de ce cahier, découvertes par sa nièce des décennies plus tard, portent la trace de larmes séchées. Élise y avait écrit « Je préfère mourir en l'aimant en silence plutôt que de risquer de le perdre en parlant. » C'était une phrase prophétique, parce que son silence allait précisément causer ce qu'elle craignait le plus. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Julien ressentait exactement la même chose. Mais en 1942, tout a basculé. La guerre qui ravageait la France depuis 2 ans est venue arracher Julien de Saint-Rémy. La convocation militaire est arrivée un matin de juillet, froide et impersonnelle. Élise se souvient encore du jour où il est venu lui dire au revoir.
Ils étaient seuls dans l'atelier de couture où elle travaillait comme apprentie. Il a pris sa main, l'a serrée fort, et lui a dit « Attends-moi ». 2 mots simples, 2 mots qui allaient hanter Élise pendant les 2 années les plus longues de sa vie. Elle avait hoché la tête, incapable de parler, les larmes lui brûlant les yeux. Et quand il est parti, elle s'est effondrée sur le sol de l'atelier, serrant contre son cœur le mouchoir qu'il avait oublié. Les premiers mois, des lettres arrivaient encore. Brèves, censurées par l'armée, mais présentes. Élise les lisait et les relisait, jusqu'à ce que le papier s'use. Elle lui écrivait chaque semaine, même sans savoir si ces mots lui parvenaient. Dans ses lettres, elle racontait le village, les clients de l'atelier, les petites choses quotidiennes qui maintiennent l'espoir en vie. Mais jamais elle ne lui disait l'essentiel. Jamais elle ne trouvait le courage d'écrire « Je t'aime ». Parce qu'elle se disait qu'elle attendrait son retour, qu'elle lui dirait en personne, que ce serait plus beau ainsi. Puis les lettres se sont espacées, une par mois, une tous les 2 mois, puis plus rien. Le silence de Julien était devenu un gouffre dans lequel Élise sombrait chaque jour un peu plus. Les rumeurs circulaient dans Saint-Rémy. Certains disaient qu'il était mort, d'autres qu'il avait été capturé, d'autres encore murmuraient qu'il avait peut-être déserté. Élise refusait de croire à quoi que ce soit. Elle continuait de coudre, mécaniquement, les doigts saignant à force de piquer la même pièce de tissu. La patronne de l'atelier, Madame Renoir, une veuve pragmatique qui avait vu défiler 2 guerres, lui disait parfois « Ma petite, il faut apprendre à lâcher prise. Les garçons ne reviennent pas toujours. » Mais Élise secouait la tête. Elle attendrait, même si cela devait durer toute sa vie. Et c'est précisément dans cette période de vide, de solitude insupportable, qu'une nouvelle figure est entrée dans sa vie. Une figure qui allait tout changer. Une femme qui portait des robes parisiennes, dans un village où la plupart cousaient leurs vêtements avec des sacs de farine. Une femme dont la simple présence semblait rappeler à Élise tout ce qu'elle n'était pas, tout ce qu'elle ne serait jamais. Cette femme s'appelait Claire Morel, et elle venait de débarquer à Saint-Rémy en provenance de Lyon pour fuir les bombardements. Fille du seul pharmacien de la ville, elle avait fait ses études dans la grande ville, parlait avec cet accent élégant qui impressionnait les villageoises, et possédait cette assurance que seule une éducation privilégiée peut donner. Quand elle est entrée pour la première fois dans l'atelier de couture, en ce jour d'automne 1943, Élise a tout de suite senti que quelque chose dans sa vie allait se briser. Claire avait besoin de retouches sur une robe qu'elle avait apportée de Lyon. Elle souriait, parlait avec politesse, mais il y avait dans ses manières une distance naturelle, comme si elle appartenait à un monde différent. Au fil des semaines, elle est revenue. Commande après commande, des ourlets, des ajustements, parfois juste pour bavarder. Élise, malgré elle, s'est attachée à cette présence. Claire était cultivée, racontait des histoires de la ville, parlait de livres et de théâtre. Elle n'était pas vraiment amie, mais pas étrangère non plus. Juste 2 jeunes femmes du même âge, essayant de survivre à une guerre qui ne semblait jamais finir. Élise n'avait aucune raison de se méfier, aucune raison de penser que Claire deviendrait son pire cauchemar. Et puis, un matin de décembre 1943, tout a explosé. Julien est revenu, vivant, amaigri, le regard hanté mais vivant. La nouvelle s'est répandue dans Saint-Rémy comme une traînée de poudre. Élise était en train de coudre quand une voisine a fait irruption dans l'atelier en criant « Il est là! Julien Marchand est de retour !» Le cœur d'Élise a cessé de battre. Pendant 2 secondes interminables, elle n'a plus respiré. Puis elle a lâché son ouvrage et elle a couru. Couru comme elle n'avait jamais couru de sa vie. À travers les ruelles, le souffle court, les larmes déjà aux yeux. Et quand elle l'a vu, debout devant la maison de ses parents, elle s'est jetée dans ses bras sans réfléchir, sans se soucier du regard des autres. Elle l'a serré si fort qu'elle sentait les os saillant sous sa chemise trop grande. Elle a pleuré contre son épaule, des sanglots de soulagement et de joie mêlés. « Tu es revenu », elle a murmuré. « Tu es vivant ». Mais Julien, dans ses bras, était immobile. Il ne la serrait pas avec la même intensité. Ses mains restaient molles, presque hésitantes. Quand elle s'est écartée pour le regarder dans les yeux, elle a vu quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Une distance,
un mur invisible entre eux. Il a souri faiblement et a dit « Oui, Élise, je suis là ». Mais sa voix était celle d'un étranger. Un étranger qui portait le visage de l'homme qu'elle aimait. Ce qu'Élise ignorait, c'est que Julien avait passé 8 mois dans un camp de prisonniers près de la frontière allemande. 8 mois où chaque jour ressemblait au précédent. Faim, froid, coups, humiliation. Les témoignages de survivants de camps similaires décrivent des conditions inhumaines, des hommes brisés qui revenaient avec des cicatrices invisibles bien plus profondes que celles sur leur peau. Julien ne parlait pas de ce qu'il avait vécu. Il hochait la tête quand on lui posait des questions, changeait de sujet ou prétendait être fatigué. La nuit, il faisait des cauchemars si violents que sa mère devait le réveiller. Il criait des noms, des phrases dans une langue que personne ne comprenait. Le médecin du village, le vieux docteur Blanc, avait conseillé à la famille de lui donner du temps. Le corps guérit plus vite que l'âme, avait-il dit en refermant sa sacoche. Dans les semaines qui ont suivi, Élise a essayé de se rapprocher de Julien. Elle venait lui rendre visite, lui apportait des vêtements qu'elle avait cousus pour lui, essayait de le faire rire avec les mêmes blagues stupides qu'il partageait enfant. Mais chaque fois, il était poli, distant, comme si elle était une simple connaissance. Elle voyait bien qu'il évitait son regard, qu'il détournait la conversation dès qu'elle évoquait leur passé commun. C'était comme si tout ce qu'ils avaient partagé avant la guerre n'existait plus. Comme si la guerre avait effacé non seulement 2 ans de sa vie, mais aussi toutes les années d'avant. Ce qu'Élise ne voyait pas, c'est que pendant qu'elle essayait désespérément de reconstruire leur lien, quelqu'un d'autre s'approchait doucement de Julien. Claire Morel, avec sa voix douce et ses manières raffinées, avait commencé à rendre visite à la famille Marchand. Elle apportait des médicaments du stock de son père, de la nourriture, des petites attentions. Elle parlait de choses légères, de la météo, des nouvelles de Lyon, de tout, sauf de la guerre. Et Julien, épuisé de porter le poids de ses souvenirs, se sentait étrangement léger en sa présence. Claire ne lui demandait rien, ne cherchait pas à comprendre. Elle était juste là, simple, sans attente. Et pour un homme brisé, cette légèreté ressemblait à un baume sur une plaie ouverte. Et c'est ainsi que tout a commencé à glisser entre les doigts d'Élise, sans qu'elle puisse rien faire, sans même qu'elle comprenne vraiment ce qui était en train de se passer. Parce que ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que dans moins de 3 mois, elle recevrait la pire nouvelle de sa vie. Une nouvelle qui la forcerait à faire un choix qu'aucune femme ne devrait jamais avoir à faire. L'hiver 1944, à Saint-Rémy-de-Provence, était un hiver où les mères cachaient à leurs enfants au moindre bruit de bottes dans la rue. Où les familles mangeaient du pain noir rassis en le trempant dans de l'eau, pour qu'il gonfle et remplisse davantage l'estomac. Où chaque jour pouvait être le dernier, où chaque nuit portait son lot de terreur. Les archives de la région montrent que plusieurs dizaines de familles ont été déportées entre 1943 et 1944, souvent sur simple dénonciation. Il existait une loi implicite, terrible, dénoncer ou être dénoncé, survivre ou disparaître. Dans ce contexte, les mariages rapides n'étaient pas rares. Les gens s'accrochaient à ce qui leur restait de normalité, comme on s'accroche à une bouée dans une mer déchaînée. Mais pour Élise, ce contexte n'expliquait pas tout, parce qu'un matin de février, elle a découvert que sa propre vie allait basculer dans un cauchemar qu'elle n'avait même pas imaginé possible. Elle était dans l'atelier, en train de réparer une veste d'homme, quand Madame Renoir est entrée avec un visage grave. « Élise, ma petite, il faut que je te parle. » La patronne a fermé la porte derrière elle, geste rare qui signifiait toujours quelque chose de sérieux. Elle s'est assise lourdement sur le tabouret près de la fenêtre et a soupiré. « Tu as entendu les nouvelles ?» Élise a levé les yeux, le cœur déjà battant. « Quelles nouvelles ?» Madame Renoir a hésité, cherchant visiblement ses mots. Puis elle a lâché, d'une voix qu'elle voulait douce mais qui sonnait comme une sentence. « Julien Marchand et Claire Morel vont se marier. » Le monde s'est arrêté, littéralement. Élise a senti le sol se dérober sous ses pieds. Sa respiration s'est bloquée dans sa gorge. Ses mains, qui tenaient encore l'aiguille, se sont mises à trembler si fort qu'elle a dû poser l'ouvrage pour ne pas se piquer. Quoi ? C'est tout ce qu'elle a pu articuler. Un simple mot prononcé dans un souffle incrédule. Madame Renoir a hoché la tête,
le regard triste. L'annonce a été faite ce matin à la mairie. Le mariage est prévu pour mars. Élise a voulu dire quelque chose, n'importe quoi, mais aucun son ne sortait. Elle avait l'impression que son cœur venait d'être arraché de sa poitrine et piétiné sous des bottes d'acier. Depuis son enfance, Élise avait toujours remarqué quelque chose d'étrange chez son père. Le soir, après le dîner, il s'asseyait près de la cheminée et fixait les flammes sans dire un mot. Parfois, une larme coulait silencieusement sur sa joue, et il l'essuyait d'un geste machinal, comme s'il avait honte d'être vu dans cet état de faiblesse. Sa mère ne disait rien, mais Élise sentait une tension sourde dans la maison, quelque chose d'inexprimé qui planait comme une ombre. Un jour, alors qu'elle avait 14 ans, elle était montée au grenier chercher de vieux tissus et avait découvert une boîte cachée sous une planche du plancher. À l'intérieur, des lettres. Des dizaines de lettres écrites d'une écriture féminine qu'elle ne reconnaissait pas. Elles étaient adressées à son père, datant d'avant sa naissance. Des lettres d'amour passionnées, signées par une certaine Marguerite. Élise avait refermé la boîte, le cœur battant, et ne l'avait jamais rouverte. Mais elle avait compris ce jour-là que son père avait aimé une autre femme avant d'épouser sa mère, que sa mère était peut-être un second choix. Un choix raisonnable, pratique, mais pas celui du cœur. Et maintenant, des années plus tard, alors qu'elle écoutait Madame Renoir lui confirmer le mariage de Julien, cette découverte remontait à la surface avec une violence brutale. Élise réalisait avec horreur qu'elle était en train de devenir la Marguerite de quelqu'un d'autre. La femme oubliée. La femme qu'on avait aimée en secret mais qu'on n'avait pas choisie. Et cette pensée lui était insupportable. Elle a murmuré, la voix brisée. « Pourquoi Claire? Pourquoi elle ?» Madame Renoir a soupiré. « Parce que Claire a tout ce que ce village respecte, ma petite. Une famille influente, de l'éducation, des moyens. Dans des temps comme les nôtres, les hommes cherchent la sécurité, pas le rêve. » Le soir même, Élise est allée voir Julien. Elle a frappé à la porte de sa maison, le cœur tambourinant dans sa poitrine, les mains moites. Sa mère a ouvert, l'air embarrassé. « Élise, ma chérie, ce n'est peut-être pas le bon moment. » Mais Élise a insisté. « Je dois lui parler, juste 5 minutes. » La mère de Julien a hésité, puis a fait un signe de tête vers le jardin à l'arrière. « Il est là-bas. » Élise a traversé la maison, le cœur au bord des lèvres, et l'a trouvé assis sur un vieux banc en bois, le regard perdu vers les collines. Quand il l'a vu, il a tressailli. « Élise !» Il s'est levé, mal à l'aise. Elle s'est approchée, les larmes déjà aux yeux, et a dit d'une voix tremblante, « Est-ce que c'est vrai? Tu vas te marier avec Claire ?» Il a baissé les yeux. Silence. Un silence qui disait tout. Élise a senti quelque chose se briser définitivement en elle. Pourquoi, Julien? Pourquoi elle, et pas moi? Sa voix était un cri étouffé, une plaie ouverte. Il a fermé les yeux, comme si chaque mot lui coûtait une part de lui-même. « Parce que je ne peux pas te donner ce que tu mérites, Élise. » Elle a ri, un rire amer, désespéré. « Ce que je mérite, tout ce que je veux, c'est toi. » Mais Julien a secoué la tête. « Tu ne comprends pas. Ce que j'ai vécu là-bas, ce que j'ai vu. Je ne suis plus le garçon que tu connaissais. Je suis brisé, Élise. Je fais des cauchemars toutes les nuits. Je ne peux plus dormir sans me réveiller en hurlant. Je suis une coquille vide. Et toi, tu mérites quelqu'un d'entier. Quelqu'un qui peut te donner une vraie vie. » Les larmes coulaient maintenant librement sur le visage d'Élise. « Mais je ne veux pas quelqu'un d'autre. Je veux toi, même brisé, même en morceaux. » Il l'a regardée alors et dans ses yeux, elle a vu quelque chose de terrible, de la peur, une peur si profonde qu'elle en était paralysante. Claire est légère, Élise. Avec elle, je n'ai pas à expliquer. Je n'ai pas à porter le poids de ce que nous avons été. C'est plus facile. Ces mots ont frappé Élise comme une gifle. Plus facile. Elle a répété, la voix blanche. Tu choisis la facilité. Il a détourné le regard. Je choisis de ne pas te détruire avec moi. Élise est partie cette nuit-là le cœur en miettes. Elle a pleuré toutes les larmes de son corps, seule dans sa chambre, étouffant ses sanglots dans son oreiller pour que sa mère ne l'entende pas. Elle s'est sentie comme une idiote d'avoir attendu, une idiote d'avoir cru,
Une idiote d'avoir aimé un homme qui, au final, ne l'avait jamais vraiment vu. 3 jours plus tard, quelque chose d'encore plus inimaginable s'est produit. Claire Morel est entrée dans l'atelier de couture. Élise était en train de broder un col quand la clochette de la porte a tinté. Elle a levé les yeux et son sang s'est glacé. Claire se tenait là, souriante, élégante dans son manteau bleu marine. « Bonjour, Élise. » Sa voix était douce, presque amicale. Élise a répondu d'un hochement de tête, incapable de parler. Claire s'est avancée, a retiré ses gants et a dit, avec une simplicité déchirante, « Je voudrais que tu me confectionnes ma robe de mariée. » Le monde s'est à nouveau arrêté. Élise a cru avoir mal entendu. « Pardon ?» Claire a souri, un sourire sincère, sans malice apparente. « Tu es la meilleure couturière de Saint-Rémy, tout le monde le dit. Et je veux quelque chose de simple, d'élégant, je sais que tu peux le faire. » Élise a senti la bile lui monter dans la gorge, coudre le voile de sa rivale. Confectionner la robe que porterait la femme qui lui volait l'homme qu'elle aimait. C'était une torture qu'aucune femme ne devrait endurer. Elle aurait pu refuser. Elle aurait dû refuser. Madame Renoir, qui avait assisté à la scène, lui a même fait un signe discret, lui indiquant qu'elle pouvait décliner la commande sans conséquence. Mais quelque chose dans le regard de Claire, quelque chose de fragile sous son assurance de façade, a retenu Élise. Claire ne savait rien. Elle ignorait totalement ce qu'Élise ressentait pour Julien. Pour elle, c'était juste une commande comme une autre. Et dans un éclair de lucidité douloureux, Élise a compris que refuser, c'était avouer. Avouer sa défaite. Avouer sa douleur. Avouer qu'elle avait perdu. Alors, dans un souffle presque inaudible, elle a dit « D'accord ». Les semaines qui ont suivi ont été les plus difficiles de la vie d'Élise. Chaque jour, elle cousait la robe de Claire. Chaque point était une agonie. Chaque centimètre de dentelle était un adieu. Ses doigts tremblaient tellement qu'elle devait parfois s'arrêter et respirer profondément pour ne pas tout déchirer. Elle travaillait souvent tard le soir, seule dans l'atelier, les larmes coulant silencieusement sur le tissu blanc. Elle se demandait comment elle en était arrivée là, comment la vie pouvait être aussi cruelle. Un soir, alors qu'elle finissait l'ourlet, Claire est passée pour un essayage. Elle a enfilé la robe et s'est regardée dans le miroir. Son visage s'est illuminé. « Élise, c'est magnifique. » Elle s'est tournée vers elle, les yeux brillants. « Tu as un don, vraiment. » Élise a forcé un sourire. « Merci. » Claire a hésité, puis a ajouté presque timidement. « J'espère que tu viendras au mariage, pas seulement en tant que couturière, mais en tant qu'invitée. » Les mots se sont coincés dans la gorge d'Élise. « Je verrai », elle a murmuré. Ce que Claire ne savait pas, c'est que pendant qu'elle souriait devant le miroir, Élise mourait à petit feu derrière elle. Ce que Claire ne savait pas, c'est que chaque compliment était un coup de poignard. Ce que Claire ne savait pas, c'est qu'elle avait volé bien plus qu'un mari à Élise. Elle lui avait volé son avenir, ses rêves, sa raison de continuer. Et le pire, c'est qu'Élise ne pouvait même pas la détester, parce que Claire n'avait rien fait de mal. Elle ne savait rien. Elle était innocente. C'était Julien qui avait choisi. Julien qui avait fui. Julien qui avait préféré la facilité au courage. Et cette vérité était peut-être la plus douloureuse de toutes. La date du mariage approchait, le 12 mars 1944. Un dimanche matin, devant la petite église de pierre du village. Élise savait qu'elle devrait y assister. Non pas parce qu'elle le voulait, mais parce que refuser aurait attiré l'attention, aurait fait naître des questions. Et Élise ne voulait qu'une chose, disparaître dans l'ombre, être invisible, ne plus exister. Mais ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que ce jour de mars allait révéler bien plus qu'un simple mariage. Parce que parfois, les vérités les plus terribles se cachent derrière les sourires les plus lumineux. Et que ce jour-là, dans cette petite église de Saint-Rémy, tout allait exploser d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. Le matin du 12 mars 1944, Élise s'est réveillée avec le sentiment qu'elle allait assister à son propre enterrement. Le ciel était gris, lourd de nuages, qui menaçaient de crever à tout moment. Elle s'est habillée lentement, enfilant une robe simple qu'elle avait cousue des années auparavant, une robe sombre qui convenait autant à un mariage qu'à un deuil.
Ses mains tremblaient en boutonnant le col. Elle s'est regardée dans le petit miroir fissuré de sa chambre et a vu une femme qu'elle ne reconnaissait plus. Une femme aux yeux cernés, au teint pâle, aux lèvres serrées. Une femme qui avait vieilli de 10 ans en quelques semaines. Sa mère est entrée dans la chambre, le visage inquiet. « Tu es sûre de vouloir y aller ?» Élise a hoché la tête. « Je dois y aller. Si je n'y vais pas, tout le monde parlera. » Sa mère l'a serrée dans ses bras, un geste rare chez cette femme habituellement si réservée. « Ma petite fille, » elle a murmuré. « Je suis désolée. » Élise a fermé les yeux, retenant ses larmes. « Moi aussi, maman. Moi aussi. » Avant de partir, Élise a fait quelque chose qu'elle n'avait pas prévu. Elle est sortie dans le petit jardin derrière la maison et accueillit un modeste bouquet de fleurs des champs. Des marguerites sauvages, quelques brins de lavande, rien de luxueux. Elle les a serrés contre son cœur, comme une ancre dans la tempête. Ce n'était pas pour les marier, c'était pour elle, un symbole. Un dernier geste d'amour pour elle-même dans un jour où elle allait perdre une partie de son âme. L'église de Saint-Rémy n'était pas grande. Une petite construction en pierre usée par le temps, avec des vitraux ternis et des bancs en bois qui craquaient sous le poids. Ce matin-là, elle était remplie. Tout le village était venu, moins par affection pour les mariés que par curiosité. Les mariages pendant la guerre étaient rares, et chacun cherchait un moment de normalité dans le chaos ambiant. Élise est arrivée discrètement, se glissant dans les derniers rangs, espérant passer inaperçue. Mais plusieurs regards se sont tournés vers elle. Des regards qui la jaugeaient, qui cherchaient à deviner ce qu'elle ressentait. Elle a baissé les yeux, serrant son bouquet si fort que ses jointures sont devenues blanches. La cérémonie a commencé. Le prêtre, le vieux père Antoine, a ouvert son missel d'une main tremblante. Sa voix chevrotante résonnait dans l'église silencieuse. Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer l'union de Julien Marchand et Claire Morel. Chaque mot frappait Élise comme un marteau. Elle a fermé les yeux, essayant de se concentrer sur sa respiration. Inspire, expire, ne pas s'effondrer, pas ici, pas maintenant. Puis les portes de l'église se sont ouvertes. Claire est apparue au bras de son père, le pharmacien Morel, un homme aux cheveux grisonnants et au visage sévère. Elle portait la robe qu'Élise avait confectionnée. Le tissu blanc tombait parfaitement. Les coutures invisibles, la dentelle délicate comme une toile d'araignée. Claire était magnifique, radieuse, et Élise, en la voyant, a senti une douleur si intense qu'elle a dû mordre l'intérieur de sa joue pour ne pas crier. Parce que cette robe, c'était elle qui l'avait cousue. Chaque centimètre de ce tissu portait la trace de ses larmes. Et maintenant, cette robe servait à sceller à jamais son propre malheur. Claire a remonté l'allée centrale lentement, souriante, saluant les invités de la tête. Quand elle est passée devant Élise, leurs regards se sont croisés une fraction de seconde. Claire lui a souri, un sourire sincère, reconnaissant. Élise a réussi à esquisser un semblant de sourire en retour, mais à l'intérieur, elle hurlait. Julien attendait devant l'autel, raide dans son costume emprunté. Il regardait Claire s'approcher, mais son visage était impassible. Aucune joie, aucune émotion, juste une résignation froide. Élise l'observait et se demandait comment ils en étaient arrivés là. Comment un amour d'enfance si pur, si évident, avait pu se transformer en cette mascarade. Le père Antoine a continué la cérémonie. Les vœux, les anneaux, les promesses échangées d'une voix monocorde. Élise écoutait sans vraiment entendre. Tout lui semblait lointain, comme si elle assistait à une scène vue à travers un voile. Elle pensait à toutes ces années où elle et Julien avaient grandi ensemble, à tous ces moments volés, ces rires partagés, ces silences complices, à toutes ces fois où ils s'étaient presque embrassés mais n'avaient jamais franchi le pas. Et maintenant, tout cela n'avait plus d'importance, tout cela était mort. Et puis quelque chose d'étrange s'est produit. Au moment où le prêtre a demandé si quelqu'un s'opposait à cette union, un silence lourd est tombé sur l'assemblée. Personne n'a parlé, bien sûr. Mais pendant ce bref instant, Julien a tourné la tête. Ses yeux ont balayé les rangs de l'église. Et ils se sont posés sur Élise. Juste une seconde. Mais dans cette seconde,
Elle a vu tout ce qu'il ne disait pas. La culpabilité, le regret, la peur, et peut-être, enfouie tout au fond, une étincelle de ce qu'ils avaient été. Élise a soutenu son regard. Elle ne savait pas ce que le sien exprimait. De la colère, de la tristesse, du pardon, peut-être un mélange de tout. Mais elle ne voulait pas qu'il voie ses larmes, pas maintenant. Elle a détourné les yeux la première et Julien s'est retourné vers Claire. Le moment était passé, et avec lui, le dernier fil qui les reliait encore. La cérémonie s'est terminée. Je vous déclare mari et femme. Les mots ont résonné comme un glas. Les invités ont applaudi mollement. Claire et Julien se sont embrassés, un baiser bref, presque timide. Puis ils ont remonté l'allée, main dans la main, sous une pluie de riz lancée par les villageois. Élise est restée assise, incapable de bouger. Elle regardait le couple s'éloigner, emportant avec lui tout ce qu'elle avait espéré pour sa vie. Dehors, devant l'église, un photographe itinérant avait été engagé pour immortaliser l'événement. Un vieil Italien nommé Giuseppe qui parcourait la région depuis des années, gagnant sa vie en capturant les rares moments de joie dans un monde en guerre. Il a installé son trépied, ajusté son appareil et a demandé aux mariés de se placer devant les portes de l'église. « Souriez, c'est un jour heureux !» a-t-il crié avec son accent chantant. Claire et Julien se sont positionnés, entourés de leurs familles et amis. Élise était sortie discrètement, se tenant à l'écart du groupe principal. Elle ne voulait pas être sur la photo. Elle voulait juste partir. Mais quelque chose la retenait, une force invisible. Peut-être la masochiste envie de graver ce moment dans sa mémoire, de se punir encore un peu plus. Giuseppe a regardé dans son viseur, a réglé la mise au point, et au moment où il s'apprêtait à déclencher, il a remarqué Élise sur le côté. « Mademoiselle, vous aussi, venez sur la photo !» Élise a secoué la tête. « Non, merci, je ne suis pas de la famille. » Mais Claire, toujours souriante, toujours bienveillante sans le savoir, a insisté. « Élise, s'il te plaît, tu as fait ma robe, tu fais partie de ce jour. » Élise s'est retrouvée piégée. Refuser aurait paru étrange. Alors, le cœur battant, elle s'est avancée lentement vers le groupe. Mais elle est restée en retrait, sur le côté gauche de l'image, légèrement à l'écart. Elle serrait son bouquet de fleurs des champs contre sa poitrine, comme un bouclier dérisoire. Et quand Giuseppe a crié « Souriez !» elle a essayé, elle a vraiment essayé. Mais ce qui est apparu sur son visage n'était pas un sourire. C'était une grimace douloureuse, un masque qui cachait mal la tempête qui faisait rage en elle. Au moment précis où le flash a éclaté, Élise ne regardait pas l'objectif. Elle regardait Julien, seulement Julien. Et dans ses yeux, à cet instant figé pour l'éternité, se lisait tout ce qu'elle ne pourrait jamais dire. L'amour, la perte, l'adieu. Cette photo, prise un dimanche matin de mars 1944, capturait bien plus qu'un mariage. Elle capturait un cœur brisé, une vie détournée de son cours, un amour qui n'avait jamais eu sa chance. Après la photo, les invités se sont dispersés vers la petite salle communale, où un modeste repas avait été préparé. Élise a prétexté un mal de tête et s'est éclipsée. Elle a marché sans but dans les rues désertes de Saint-Rémy, son bouquet toujours dans les mains. Elle est arrivée près de la rivière, à l'endroit où enfant, elle et Julien venaient jouer. Elle s'est assise sur la berge et a pleuré. Des sanglots violents, incontrôlables. Elle a pleuré jusqu'à ne plus avoir de larmes, jusqu'à sentir un vide immense à la place de son cœur. Quand elle est finalement rentrée chez elle, le soir tombait. Sa mère l'attendait, le visage grave. « Il s'est passé quelque chose au repas de mariage », elle a dit doucement. Élise a froncé les sourcils, épuisée. « Quoi ?» Sa mère a pris sa main. Des militaires sont venus. Ils cherchaient d'anciens prisonniers pour témoigner sur des camps. Ils ont convoqué Julien pour donner des informations sur les disparus. Élise a senti un frisson la parcourir. Et alors, sa mère a soupiré. Julien a dû parler, devant tout le monde, et ce qu'il a dit. Élise, il s'est effondré. Les larmes sont revenues, brûlantes. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Sa mère l'a regardé droit dans les yeux. Il a dit qu'il n'aimait pas Claire, qu'il ne l'avait jamais aimée, que s'il l'avait épousée, c'était par lâcheté.
pour ne pas avoir à affronter ce qu'il ressentait vraiment. Le monde d'Élise s'est à nouveau renversé. Pour qui? Elle a chuchoté, même si elle connaissait déjà la réponse. Sa mère a serré sa main. Pour toi, ma chérie, il a dit ton nom, devant tout le village. Mais au lieu du soulagement, Élise n'a ressenti qu'une douleur encore plus profonde. Parce qu'il était trop tard. Bien trop tard. Le mal était fait. Le mariage était scellé. Et rien, absolument rien, ne pourrait effacer ce qui venait de se passer. Elle a fermé les yeux, épuisée, vidée. Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant, maman? Sa mère l'a serrée dans ses bras. Tu vis, ma petite, tu continues de vivre. Les heures qui ont suivi cette révélation publique ont été les plus étranges que Saint-Rémy de Provence ait jamais connues. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans le village. Les commères chuchotaient derrière leurs portes. Les hommes secouaient la tête au café, et tout le monde avait un avis sur ce qui venait de se passer. Certains plaignaient Claire, d'autres blâmaient Julien. Quelques-uns murmuraient qu'Élise aurait dû parler plus tôt. Mais personne, absolument personne, ne savait vraiment quoi faire de cette situation impossible. Claire Morel est restée prostrée dans sa chambre pendant 3 jours. Sa mère montait lui apporter de la soupe qu'elle ne touchait pas. Son père, furieux et humilié, parlait d'annulation du mariage. Mais dans la France de 1944, divorcer était presque impossible. Et une annulation nécessitait des preuves de vice de consentement que personne ne pouvait fournir. Claire avait consenti librement. Elle ne savait simplement pas qu'elle épousait un homme qui en aimait une autre. Et cette ignorance, aussi douloureuse soit-elle, n'était pas un motif légal. Le 4e jour après le mariage, Claire a finalement quitté sa chambre. Elle s'est habillée avec soin, a attaché ses cheveux et s'est rendue à l'atelier de couture. Quand elle est entrée, Élise levait les yeux d'un ourlet qu'elle cousait machinalement. Leurs regards se sont croisés, et pendant un long moment, aucune des deux n'a parlé. Madame Renoir, sentant la tension, s'est discrètement retirée dans l'arrière-boutique. Claire s'est approchée lentement. Son visage était pâle, ses yeux rougis, mais il y avait dans son port de tête une dignité qui forçait le respect. Elle s'est arrêtée devant Élise et a dit, d'une voix qui tremblait à peine, « Je ne savais pas. » Élise a posé son ouvrage, les mains tremblantes. « Je sais. » Claire a secoué la tête. « Non, tu ne comprends pas. Je ne savais vraiment pas. Si j'avais su, jamais je n'aurais. » Sa voix s'est brisée. Élise a senti les larmes monter. « Ce n'est pas ta faute, Claire. Tu n'as rien fait de mal. » Claire a ri, un rire amer. « J'ai épousé un homme qui en aime une autre. Comment est-ce que ce n'est pas mal ?» Élise s'est levée, a fait quelques pas vers la fenêtre. Julien a fait son choix. Pas toi, pas moi, lui. Elle s'est retournée. Et maintenant, nous devons toutes les deux vivre avec les conséquences de ce choix. Claire a essuyé une larme qui coulait sur sa joue. Je vais partir, Élise. Je retourne à Lyon. Ma famille a encore des contacts là-bas. Je peux recommencer. Élise a hoché la tête. Je comprends. Claire a hésité puis a ajouté « Et toi, qu'est-ce que tu vas faire ?» Élise a souri tristement. « Je vais faire ce que j'ai toujours fait. Coudre, survivre, continuer. » Les deux femmes se sont regardées une dernière fois, et dans ce regard, il y avait une compréhension silencieuse. Elles étaient toutes deux victimes de la même lâcheté, de la même guerre qui avait brisé les hommes et forcé tout le monde à faire des choix impossibles. Claire s'est dirigée vers la porte, puis s'est arrêtée. Sans se retourner, elle a dit « La robe était magnifique, Élise, la plus belle que j'ai jamais portée. » Puis elle est partie, refermant doucement la porte derrière elle. Élise s'est effondrée sur sa chaise, le visage dans les mains. Elle a pleuré encore, mais cette fois, c'était différent. Ce n'était plus des larmes de désespoir, c'était des larmes de libération, parce qu'elle venait de comprendre quelque chose de fondamental. Claire n'était pas son ennemi. Julien n'était pas le héros qu'elle avait imaginé. Et elle, Élise, n'était pas la victime impuissante qu'elle croyait être. Ce soir-là, Julien est venu frapper à la porte de la maison d'Élise. Sa mère a ouvert, l'a regardée avec une froideur qu'elle ne se donnait jamais la peine de cacher, et a dit « Elle ne veut pas te voir. » Julien a insisté. « S'il vous plaît, Madame Charpentier, juste 5 minutes. » La mère d'Élise a soupiré, est montée à l'étage,
et après quelques minutes, est redescendue. Elle descendra, mais tu ne rentres pas dans cette maison. Élise est apparue en haut de l'escalier. Elle a descendu lentement les marches, le visage fermé. Quand elle est arrivée devant Julien, elle a croisé les bras. « Qu'est-ce que tu veux ?» Julien a baissé les yeux. « Je suis désolé, Élise, pour tout. » Elle a ri, un rire sans joie. « Désolé, c'est tout ce que tu as à dire ?» Il a relevé la tête, le regard désespéré. « Qu'est-ce que tu veux que je dise ?»« J'ai tout gâché, je le sais. » Élise a senti la colère monter en elle, une colère qu'elle avait contenue pendant des semaines. « Tu veux savoir ce que je veux que tu dises, Julien ? Rien, absolument rien. Parce que tout ce que tu pourrais dire maintenant ne changera rien. Tu as fait ton choix. Tu as épousé Claire. Et peu importe que tu l'aimes ou non, tu l'as fait. Tu as prononcé les vœux. Devant Dieu, devant tout le village. Sa voix s'est brisée. Tu as choisi la facilité, la fuite, et tu m'as laissé là, à ramasser les morceaux de ce qui aurait pu être nous. Julien a essayé de s'approcher, mais elle a reculé. Ne me touche pas. Il a figé. Élise, s'il te plaît. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Elle a secoué la tête, les larmes coulant maintenant librement. Si tu m'aimais vraiment, Julien, tu aurais eu le courage de me le dire avant d'épouser quelqu'un d'autre. Si tu m'aimais vraiment, tu n'aurais pas attendu d'être marié pour le crier devant tout le monde. Si tu m'aimais vraiment, tu m'aurais choisi quand c'était encore possible. Julien s'est effondré contre le mur, les jambes tremblantes. Qu'est-ce que je peux faire? Dis-moi ce que je peux faire pour arranger ça. Élise l'a regardé longuement. Dans la lumière déclinante du soir, elle voyait l'homme qu'il était devenu. Brisé, perdu, accroché à un passé qui n'existait plus. Et elle a réalisé avec une clarté brutale qu'elle ne l'aimait plus. Ou plutôt, qu'elle n'aimait plus l'homme qu'il était devenu. Elle aimait le souvenir du garçon qu'il avait été. Et ces deux personnes n'étaient pas les mêmes. « Tu ne peux rien faire, Julien », elle a dit doucement. « Parce que ce qui existait entre nous est mort. Pas à cause de la guerre, pas à cause de Claire, mais à cause de toi, de ta lâcheté, de ton incapacité à choisir le bon moment. » Elle a essuyé ses larmes. « Et maintenant, la seule chose que tu peux faire, c'est me laisser tranquille. Me laisser reconstruire ma vie, loin de toi. » Julien a voulu protester, mais les mots sont restés coincés dans sa gorge. Il a vu dans les yeux d'Élise quelque chose qui n'y était jamais apparu auparavant. De la détermination, de la force, et il a compris qu'il l'avait perdue, pas seulement comme amour, mais comme présence dans sa vie. Il a hoché la tête lentement, vaincu. « Très bien, si c'est ce que tu veux. » Élise a répondu, la voix ferme, « C'est ce que je veux. » Julien est parti ce soir-là, les épaules voûtées, et Élise l'a regardé s'éloigner dans la pénombre. Et pour la première fois depuis des semaines, elle a ressenti quelque chose qui ressemblait à de la paix. Pas du bonheur, pas de la joie, mais une paix étrange, née de l'acceptation. Elle avait fermé une porte, et même si cela lui brisait le cœur, elle savait que c'était la bonne décision. Les semaines ont passé. Claire a quitté Saint-Rémy fin avril 1944, retournant à Lyon, où sa famille avait encore des relations. Elle a trouvé du travail dans une pharmacie, a recommencé sa vie loin des regards et des commérages. Les registres de mariage montrent qu'elle et Julien n'ont jamais officiellement divorcé, car les procédures étaient trop complexes et coûteuses à l'époque. Mais ils n'ont jamais vécu ensemble. Ils sont restés mariés sur le papier, séparés dans les faits. Une union fantôme, un mariage qui n'avait jamais vraiment existé. Julien, quant à lui, est resté quelques mois à Saint-Rémy, mais le poids du jugement du village était trop lourd. En août 1944, alors que la France célébrait sa libération, il a fait ses valises et est parti pour Marseille. Il a trouvé du travail sur les quais du port, chargeant et déchargeant des marchandises. Un travail physique, épuisant qui lui permettait de ne pas penser. Des lettres envoyées à sa famille mentionnent qu'il vivait seul dans une petite chambre près du vieux port, qu'il ne parlait presque à personne, qu'il passait ses soirées dans les bars enfumés à boire pour oublier. Et Élise? Élise est restée à Saint-Rémy. Elle a continué de coudre. Mais quelque chose en elle avait changé. Elle n'était plus la jeune fille timide qui attendait qu'on choisisse sa vie pour elle. Elle était devenue une femme qui savait ce qu'elle valait.
une femme qui refusait de se laisser définir par les choix des autres. Madame Renoir, voyant cette transformation, lui a proposé de devenir associée de l'atelier. Élise a accepté. En 1946, quand Madame Renoir a pris sa retraite, Élise a repris l'atelier en entier. Elle l'a développé, a embauché d'autres couturières, a même commencé à former des jeunes filles orphelines de la guerre, leur donnant une chance de gagner leur vie dignement. La photographie du mariage de 1944 est restée pendant des années dans une vieille boîte au grenier de la maison Charpentier. Élise ne l'a jamais regardée, elle ne voulait pas. Mais un jour, en 1987, alors qu'elle rangeait des affaires après le décès de sa mère, elle l'a retrouvée. Elle avait alors 66 ans. Ses cheveux étaient gris, ses mains marquées par des décennies de travail. Elle a tenu la photo sous la lumière et s'est regardée, cette jeune femme de 23 ans au visage brisé. Et pour la première fois en 43 ans, elle a souri. Non pas parce que la douleur avait disparu, mais parce qu'elle avait compris. Cette photo n'était pas le symbole de ce qu'elle avait perdu. C'était le symbole de ce qu'elle était devenue, une survivante. Une femme qui avait transformé sa douleur en force. Une femme qui avait choisi de continuer. Elle a glissé la photo dans son portefeuille. Pas pour la montrer, pas pour la partager, mais pour se rappeler. Se rappeler que même dans les moments les plus sombres, on peut choisir de vivre. On peut choisir de se reconstruire. On peut choisir de devenir plus fort que ses blessures. Les années qui ont suivi ce jour de mars 1944 ont transformé non seulement Élise, mais aussi l'ensemble de Saint-Rémy de Provence. La guerre s'est terminée, la France s'est reconstruite, et lentement, les blessures ont commencé à cicatriser. Mais certaines cicatrices ne disparaissent jamais complètement. Elles deviennent simplement une partie de qui nous sommes. Élise n'a jamais cherché à revoir Julien, et lui, de son côté, n'est jamais revenu à Saint-Rémy. Les rares nouvelles qui parvenaient au village parlaient d'un homme qui s'était enfoncé dans l'alcool et la solitude. En 1952, sa mère a reçu une lettre officielle de l'hôpital de Marseille. Julien était décédé d'une pneumonie, aggravée par des années de négligence et d'autodestruction. Il avait 34 ans. À ses funérailles, auxquelles seule sa mère a assisté, personne n'a prononcé d'éloge. Il a été enterré dans un coin du cimetière de Marseille, sa tombe portant simplement son nom et ses dates. Pas de mention de mariage, pas de mention de guerre, juste un homme qui s'était perdu en chemin. Quand la nouvelle est arrivée à Saint-Rémy, Élise était en train de former une jeune apprentie, une orpheline de 15 ans nommée Sophie, qui montrait un talent exceptionnel pour la broderie. Madame Garnier, une voisine, est entrée dans l'atelier et a annoncé sobrement « Julien Marchand est mort ». Élise a levé les yeux de son ouvrage, a hoché la tête et a simplement dit que son âme trouve la paix. Puis elle est retournée à son travail. Sophie, intriguée, a demandé plus tard « C'était qui, Julien Marchand ?» Élise a souri tristement. « Quelqu'un que j'ai connu il y a longtemps. Quelqu'un qui ne savait pas choisir. » Cette réponse résumait tout ce qu'Élise avait appris. Que l'amour, aussi fort soit-il, ne suffit pas. Que le courage de choisir compte autant que le sentiment lui-même. Que la lâcheté, même motivée par la peur, détruit tout ce qu'elle touche. Et que parfois la plus grande preuve d'amour est de lâcher prise. De laisser partir ce qui nous fait du mal, même si cela nous brise le cœur. Claire, de son côté, a refait sa vie à Lyon. Elle s'est remariée en 1949 avec un médecin veuf qui avait 2 enfants. Les registres civils montrent qu'elle a dû attendre la mort de Julien pour pouvoir officiellement se remarier, car le divorce était encore extrêmement difficile à obtenir. Elle n'est jamais revenue à Saint-Rémy. Mais en 1960, elle a écrit une lettre à Élise, une lettre courte, sobre, dans laquelle elle disait simplement « J'ai pensé à toi souvent au fil des années. J'espère que la vie t'a donné ce que tu méritais. Merci pour la robe, et pardon pour tout le reste. » Élise a gardé cette lettre dans un tiroir à côté de la photographie. 2 souvenirs d'un jour qui avait changé sa vie. L'atelier d'Élise est devenu au fil des décennies bien plus qu'un simple commerce. C'est devenu un refuge pour les femmes qui n'avaient nulle part où aller, les veuves de guerre qui devaient gagner leur vie, les filles mères rejetées par leur famille, les immigrés qui cherchaient du travail. Élise les accueillait toutes,
leur apprenait la couture, leur donnait une chance de se reconstruire. Elle savait ce que c'était que de se sentir brisée. Elle savait ce que c'était que de devoir tout reconstruire à partir de rien. En 1965, à 44 ans, Élise a fait quelque chose qu'elle n'avait jamais imaginé. Elle a accepté de dîner avec un homme. Un menuisier de la ville voisine, veuf lui aussi, nommé Antoine Mercier. C'était un homme simple, avec des mains calleuses et un sourire doux. Ils se sont rencontrés lors d'une foire artisanale où tous deux exposaient à leur travail. Il lui a demandé s'il pouvait la revoir. Elle a hésité pendant des jours avant de dire oui, parce qu'une partie d'elle avait encore peur. Peur de se laisser aimer, peur d'être à nouveau déçue. Mais Antoine était patient. Il ne précipitait rien. Ils venaient prendre le thé le dimanche après-midi. Ils parlèrent de leur travail, de leur vie, de petites choses sans importance. Et lentement, très lentement, Élise a senti son cœur s'ouvrir à nouveau. Pas avec la passion brûlante de sa jeunesse, mais avec une tendresse douce, profonde, rassurante. Antoine connaissait son passé. Tout le monde à Saint-Rémy connaissait l'histoire du mariage de 1944, mais il ne lui a jamais posé de questions. Il acceptait simplement qui elle était, et c'était précisément ce dont elle avait besoin. Ils se sont mariés en 1967, lors d'une cérémonie simple dans la même église où 23 ans plus tôt, Élise avait regardé l'homme qu'elle aimait en épouser une autre. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, elle choisissait. Elle choisissait un homme qui la respectait, un homme qui ne fuyait pas, un homme qui restait. Et même si ce n'était pas l'amour fou de ses rêves de jeunesse, c'était quelque chose de plus précieux. C'était un amour solide, fiable, réel. Antoine et Élise n'ont pas eu d'enfant. Elle était trop âgée, et lui aussi. Mais ils ont eu 22 ans de vie commune paisible, avant qu'Antoine ne décède d'une crise cardiaque en 1989. Élise l'a pleuré sincèrement, pas avec le désespoir déchirant de sa jeunesse, mais avec la tristesse profonde de perdre un compagnon. Et après sa mort, elle a continué, parce que c'était ce qu'elle savait faire. Continuer. En 1990, à 69 ans, Élise a finalement pris sa retraite. Elle a légué l'atelier à Sophie, devenue entre-temps une couturière accomplie et une femme d'affaires avisée. Sophie avait transformé le petit atelier en une boutique prospère, employant une dizaine de femmes et exportant même ses créations dans d'autres régions. Elle a proposé à Élise de garder une part de l'entreprise, mais Élise a refusé en souriant. « C'est ton tour maintenant, ma petite. Fais-en quelque chose de beau. » C'est dans sa retraite qu'Élise a commencé à vraiment réfléchir à sa vie. Elle passait ses journées à lire, à jardiner, à recevoir d'anciennes élèves qui venaient prendre le thé. Et un jour, en rangeant ses affaires, elle a retrouvé la fameuse photographie du mariage de 1944. Elle l'a regardée longuement, cette jeune femme au visage brisé, ce bouquet de fleurs des champs serré contre son cœur. Et elle s'est demandé ce qu'elle lui dirait si elle pouvait retourner en arrière. Elle lui dirait que la douleur ne dure pas éternellement, que le cœur brisé se répare, même si les cicatrices restent, que la vie continue, même quand on croit que c'est impossible. Elle lui dirait que ce jour terrible, ce jour où elle a cru mourir de chagrin, était en réalité le premier jour de sa vraie vie. Le jour où elle a arrêté d'attendre qu'on la choisisse et a commencé à se choisir elle-même. Elle lui dirait que Julien n'était pas le grand amour de sa vie, qu'il n'était qu'un homme parmi d'autres, un homme faible qui ne méritait pas ses larmes, et que le vrai amour, le vrai, celui qui construit au lieu de détruire, viendrait plus tard, sous une forme qu'elle n'attendait pas, plus tranquille, plus sage, mais tellement plus précieux. Elle lui dirait que les rêves d'enfance ne se réalisent pas toujours, mais que parfois c'est une bénédiction déguisée, parce que les rêves d'enfance sont souvent bâtis sur du sable, et que les vraies fondations, celles qui tiennent, se construisent dans la douleur et le dépassement. Élise Charpentier est décédée en 1998, à l'âge de 77 ans, dans son sommeil, dans la petite maison où elle était née. À ses funérailles, l'église de Saint-Rémy était pleine. Des dizaines de femmes qu'elle avait formées, aidées, sauvées, sont venues rendre hommage à cette femme discrète qui avait changé tant de vies. Sophie, les larmes aux yeux, a pris la parole.
Élise m'a appris que la vraie force n'est pas de ne jamais tomber, c'est de se relever chaque fois, et de tendre la main à celles qui tombent après nous. Dans le testament d'Élise, il y avait une clause surprenante. Elle léguait la photographie du mariage de 1944 à Sophie, avec une lettre scellée qui ne devait être ouverte qu'après sa mort. Sophie a ouvert cette lettre le soir des funérailles, seule dans sa cuisine. Les mots d'Élise étaient simples, écrits de sa main tremblante de vieille dame. « Ma chère Sophie, cette photo représente le pire jour de ma vie, mais aussi le début de la meilleure partie de ma vie. Regarde bien cette jeune femme. Elle croit que sa vie est finie. Elle croit que sans cet homme, elle n'est rien. Elle se trompe. Je te donne cette photo pour que tu te souviennes que parfois, les portes qui se ferment sont des bénédictions, que parfois ce que nous croyons être la fin n'est qu'un nouveau départ, et que la plus grande histoire d'amour de notre vie n'est pas toujours celle qu'on imagine. La mienne a été avec moi-même. Apprendre à m'aimer, à me respecter, à me choisir. Et c'est cette histoire-là qui a permis toutes les autres. Ne laisse jamais personne décider de ta valeur. Ne laisse jamais la lâcheté de quelqu'un d'autre définir ton avenir. Et n'oublie jamais, le courage de partir vaut mieux que la faiblesse de rester. Avec toute ma tendresse, Élise. Sophie a pleuré en lisant ces mots. Elle a ensuite placé la photographie dans un cadre simple et l'a accrochée dans son bureau, à l'atelier. Pas comme un objet de curiosité, pas comme une relique d'un passé tragique, mais comme un rappel que la douleur peut être transformée en force, que les cicatrices peuvent devenir des symboles de survie, et que parfois, la plus belle victoire n'est pas d'obtenir ce qu'on veut, mais de découvrir qu'on n'en avait finalement pas besoin. Aujourd'hui, plus de 50 ans après la mort d'Élise, la photographie du mariage de 1944 se trouve toujours dans le bureau de l'atelier de couture de Saint-Rémy, maintenant dirigé par la petite fille de Sophie. La boutique s'appelle Atelier Élise, en hommage à la femme qui a tout commencé. Et chaque nouvel apprenti, le premier jour, entend l'histoire de la jeune femme au bouquet de fleurs des champs. L'histoire d'une femme qui a assisté au mariage de l'homme qu'elle aimait avec une autre, et qui a transformé cette douleur en une vie extraordinaire. Car c'est cela, la vraie leçon de cette photo. Pas que l'amour triomphe toujours, pas que les fins heureuses existent forcément, mais que même dans les moments les plus sombres, même quand notre cœur se brise en 1000 morceaux, nous avons le pouvoir de nous reconstruire. Nous avons le pouvoir de choisir qui nous voulons devenir. Et nous avons le pouvoir de transformer notre douleur en quelque chose de beau, de fort, d'utile. Élise Charpentier n'a pas eu le mariage qu'elle rêvait. Elle n'a pas eu l'homme qu'elle aimait. Mais elle a eu quelque chose de plus précieux. Elle a eu une vie qu'elle avait choisie. Une vie qu'elle avait construite de ses propres mains, point par point, comme elle cousait ses robes. Et au final, c'était la plus belle des victoires. Cette photographie de 1944, avec ses 3 protagonistes dont 2 ont péri dans leur propre fuite et leur lâcheté, et une seule qui a survécu en choisissant le courage, nous rappelle une vérité essentielle. Le bonheur n'est pas une destination, c'est un choix. Le choix de ne pas laisser les autres définir notre valeur. Le choix de nous relever après chaque chute. Et surtout, le choix de nous aimer nous-mêmes suffisamment pour refuser d'accepter moins que ce que nous méritons. Et si vous regardez attentivement cette photo, si vous observez bien le visage d'Élise, vous verrez quelque chose que personne n'avait remarqué en 1944. Dans ses yeux, malgré la douleur, malgré les larmes, il y a déjà une étincelle de détermination, une étincelle qui dit « Je survivrai à ça, et je deviendrai plus forte ». Et elle l'a fait, parce que c'est ce que font les vraies héroïnes. Elles ne portent pas de cape, elles ne sauvent pas le monde, elles se sauvent elles-mêmes. Et en le faisant, elles montrent le chemin à toutes celles qui viendront après. C'est ça, l'héritage d'Élise Charpentier. Et c'est pour ça que cette photo, loin d'être un symbole de défaite, est devenue un symbole d'espoir. L'espoir que même nos pires moments peuvent devenir nos plus grandes forces. L'espoir que nous sommes toujours capables de nous réinventer. Et l'espoir que le vrai amour commence toujours par soi-même. Avant de refermer cette histoire, il est important de rappeler une chose essentielle.
Ce récit est une histoire fictive, une reconstitution fictionnelle dramatique inspirée de situations humaines réelles, de silences, de choix difficiles et de contextes historiques plausibles. Il ne s'agit pas d'un fait réel précis, mais d'une narration conçue pour refléter des vérités émotionnelles universelles. L'histoire d'Élise Charpentier nous rappelle que l'amour ne suffit pas toujours. Sans courage, sans choix assumés, il peut devenir une prison silencieuse. Parfois, perdre ce que l'on désirait le plus est précisément ce qui nous permet de devenir la personne que nous devions être. La douleur ne disparaît pas, mais elle peut être transformée en force, en dignité et en liberté intérieure. Et vous, qu'auriez-vous fait à la place d'Élise? Auriez-vous attendu en silence ou parlé au risque de tout perdre? Pensez-vous que le courage de partir peut parfois être plus fort que l'amour de rester? Si vous êtes resté jusqu'ici, écrivez dans les commentaires le mot « dignité ». C'est notre manière de savoir que vous avez vécu cette histoire jusqu'au bout. Dites-nous aussi de quelle ville ou région vous regardez cette vidéo. Et si vous le souhaitez, partagez une ancienne histoire de votre famille ou de vos ancêtres. Un secret, un sacrifice, un choix marquant. Elle pourrait inspirer une prochaine histoire sur la chaîne. Merci de vous abonner, de liker la vidéo, d'activer la cloche pour ne rien manquer, et de partager cette histoire avec quelqu'un qui pourrait en ressentir le message. Vous pouvez également cliquer sur la carte finale pour découvrir les prochains récits. Merci d'avoir pris ce moment. Certaines histoires ne cherchent pas à divertir, mais à accompagner. Celle-ci en fait partie.